They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. Durant. You can't keep jumping that high, man. Says who? Bryant for the win. Ta série hype du premier tour et ton joueur à suivre dans la foulée. Si je me souviens bien, j'avais dit Memphis contre oui. Les Timberwolves. Exactement, à l'ouest. donc on fait à l'ouest. On va faire à l'ouest, donc D'accord. Memphis contre les Wolves. Ouais, contre les Wolves et je voulais voir un peu comment allait se comporter Karl Anthony Towns, qui est le franchise player et le meilleur big man shooter de l'histoire, selon ses propres termes. Qui est pas mal d'ailleurs. Qui a mis un poster, il a postérisé, mis un dunk stratosphérique sur la tête de je ne sais même plus qui, tellement j'étais choqué. Hypé, exactement. Mais c'est une série indécise, c'est une série excitante à regarder. Les Wolves sont venus avec la lame entre les dents. Ils vont repousser les Grizzlies dans leur retranchement. Ça va réveiller Ja Morant. Donc le spectacle est au rendez-vous et c'est exactement ce qu'on attend pour des playoffs. On a les stats de Morant et de Karl Anthony Towns. Morant sur le match 1. On aura peut-être un peu de retard quand vous verrez ce programme. Mais match 1 de Morant, c'est quand même très très sérieux. 32 points, il y a 4 rebonds et 8 passes. Et Karl Anthony Towns, c'est 29 points, 13 rebonds et 3 passes décisives. On y va pour Jean-Claude. Ma série là? Ouais, ta série hype. Agréablement surpris par Boston, Brooklyn. Brooklyn. Ouais, le final là c'était très très fort. Ok. Boston, je pense qu'ils peuvent vraiment bousculer Brooklyn parce que Kyrie Irving il m'énerve, il sait qu'il est trop fort. il le sait. Kyrie Irving qui parle un peu au public de manière un peu particulière. Ouais, il sait répond, qu'il est quoi. trop fort, et j'ai envie qu'il se fasse botter le cul un peu. Ok. Et le final du game 1 était très bien, mais j'ai beaucoup aimé aussi le début de série entre Phoenix et la Nouvelle-Orléans, parce que je pensais que la Nouvelle-Orléans allait se prendre une véritable déculottée sur le game 1, mais ils sont bien revenus sur les 2 derniers cartons. Mais le problème, c'est Chris Paul. Et je pense que Chris Paul va être un très gros problème pour tous ceux qui vont l'affronter. Là, il est beaucoup trop fort. Comment tu vois tes Warriors face à Taylor Jenkins et Ja Morant? C'est jeune, c'est extrêmement athlétique. Ils basent leur jeu sur le rebond offensif, sur le provoquer des ballons perdus pour pouvoir partir et pouvoir donner la balle à Ja Morant en transition et cette attaque du cercle. Alors que les Warriors, eux, c'est plus le tir à 3 points, également la transition. Et donc, du coup, il y a une sorte d'équation entre est-ce que l'adresse des Warriors va tenir face à la pression que les Grizzlies peuvent mettre sur leur adversaire. C'est passé au match 1, dans un match 1, je dirais, assez historique pour les Warriors. C'est vrai qu'on les a vus. C'est la 25e fois qu'ils gagnent un match à l'extérieur dans une série c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que toutes les séries que Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green ont joué ensemble, ils ont à chaque fois gagné un match à l'extérieur. Est-ce qu'ils font de nouveau peur, ces Warriors? Bien sûr, ils font peur puisqu'ils arrivent. Je pense que c'est exactement à ce moment-là, ils me font penser un peu à l'ancienne l'équipe de Duncan, l'équipe de. Tu parles des Spurs avec Ginobili, Duncan, Parker, Bruce Bowen et consorts. Exactement, qui ont bien mariné et qui commencent à avoir cette maturité. Peut-être tu parles vraiment de la cohésion d'équipe. Exactement. Et de la compréhension de l'un l'autre. Tout le monde bouge à la même vitesse, avec la même. C'est leur ADN depuis quelques temps. Depuis quelques temps, et c'est ce que je disais. Mais là, ils arrivent vraiment à cette étape où ils ont une identité. Ils ont quelque chose qui est, il y a pas de, il le disait tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé le mot, ils vont arriver sereins. C'est un joueur que tu suis, James Harden. Oui. Sur l'impression, est-ce que tu sens que James Harden est encore, on dirait, à son prime, c'est-à-dire au top de sa carrière? Je dirais que depuis le dernier match, voilà, je pense qu'il a récupéré. Prêche, pasteur, prêche. Qu'il a récupéré son don. Alors on a les stats justement, les stats de la série et on voit justement un Game 4 qui est bien plus impactant avec 31 points, 44% au tir à 2 points et 60% à 3 points. Donc il y a une vraie performance de James Harden qui demande peut-être à confirmation. Mais restons déjà sur le début de sa série contre le Heat où il y a 17,6, 26% au tir à 2 et 25 à 3 points. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter ou est-ce que finalement c'est un peu difficile pour lui dans le système de jeu de Doc Rivers par exemple? Il a une superstar aussi avec lui. Ok, Joel Embiid, qui mange beaucoup de ballons et on doit l'alimenter le gamin. Okay. Donc il y a aussi un temps d'adaptation, mais après avoir regardé le dernier match, je me dis que ça devrait le faire.
de dire qu'il n'a rien à prouver, c'est faux. Il a tout à prouver. Il n'est pas champion. Il n'a jamais vraiment été performant en play-off comme il aurait dû l'être. Et en l'absence d'Embiid, c'est là qu'il aurait dû montrer qui il était. Et sur les 2 premiers matchs, ça faisait peine à voir. Donc oui, il a fait un match 3 sensationnel, Harden de retour. Voyons voir dans le temps, les amis, avant de se dire que son prime est de retour, parce que pour l'instant, c'est le déclin absolu. L'équipe de Steph Curry a l'air d'être en grande forme au plus bon moment de la saison, c'est-à-dire les finales de conférence. On va essayer d'analyser ça avec toi, Melvin. Qu'est-ce qui rend les Warriors aussi forts? Est-ce que tu retrouves cette équipe un petit peu underdog de 2015 qui semblait avoir du potentiel, mais dont on ne pensait pas qu'elle irait quand même aller chercher le titre? On en est loin, bien sûr. On parle de finales de conférence, pas encore les finales NBA, mais est-ce qu'il n'y a pas des similitudes avec cette saison 2015? Non, pour moi, non, parce qu'en 2015, les Warriors, on ne sait pas qui ils sont. C'est vraiment la surprise qui prend la ligue comme une sorte de tsunami et qui va jusqu'au titre. Cette année, je veux dire, ils sont enfin tous ensemble de retour, mais on sait qui c'est. Je pense que c'est ça leur force. Et je vais revenir sur ce que disait Amadou dans tout début de l'émission, quand il parlait de Steph Curry, quand il parlait il faut savoir d'où on vient. Les Warriors, ils savent exactement d'où ils viennent. Ils savent quel est leur style de jeu. Tout part de Steph Curry. Il y a Draymond Green, forcément. Ils sont extrêmement bien coachés avec Steve Kerr. Ils ont cette expérience, ils savent comment gagner et ils n'essayent pas de changer leur style de jeu. On les voit encore motivés, surmotivés. Toi qui as gagné aussi beaucoup de titres dans ta carrière, est-ce que ça t'impressionne de les voir autant concernés par leur aventure et de les voir également, avec 3 titres NBA pour certains, avoir aussi faim et encore faim pour aller chercher un 4e? C'est très très impressionnant parce que tu dis que les gars ils ont gagné quand même 3 titres. Ensuite il y a eu des blessures, donc forcément l'équipe c'était plus la même. Ils ont rongé leur frein pendant ce temps-là et puis là ils reviennent, ils ont les crocs avec le couteau entre les dents forcément parce que comme on dit quand le chat n'est pas là les souris dansent. Donc là, ils ont vu un petit peu les autres équipes fanfaronner un petit peu. Ça leur a servi de motivation. Ça les a piqués un peu. Exactement. Et puis là, ils reviennent avec la ferme intention de reconquérir le trône et ils ont l'air d'être bien partis. Peut-être que quand l'émission sortira, ils seront sortis à 4-3. Ouais, bon, j'espère pas. Non. Même si j'adore Luka Doncic, mais je préfère quand même le style de jeu des Warriors. Et ce qu'ils font, c'est très impressionnant. On va parler de coach avec un coach, justement. On peut voir le tableau. Ime Udoka, donc première expérience de coach à la tête des Celtics, c'est première finale NBA, quand même, il faut le noter. Et Steve Kerr, donc lui, on n'est pas à sa première, ce sera sa 6e finale avec les Warriors. Donc voilà, 8 ans d'expérience, 6 finales, 3 titres pour l'un. Une année d'expérience pour Ime Udoka et un titre acquis en tant qu'adjoint de Greg Popovich en 2014. Question courte, réponse courte pour vous tous. On commence par Raphaël. Avantage Steve Kerr. Avantage Steve Kerr. Ouais, forcément, l'expérience. Il a déjà été dans les grands rendez-vous avec cette équipe-là en plus. Okay. Vraiment, il a du vécu. Alors qu'Udoka, aujourd'hui, il est en train d'apprendre. Il risque d'apprendre sur le tas. Et c'est ces petits détails qui peuvent faire la différence. Avantage Steve Kerr, l'expérience. Okay. Il connaît cette équipe. Après, l'autre coach, il vient d'arriver. Donc forcément, il va faire des petites erreurs que Steve Kerr ne va pas forcément faire avec l'expérience qu'il a. Il a déjà fait 6 finales. Donc je pense qu'il a quand même pas mal d'avance. Ouais. On parle beaucoup de l'inexpérience d'Udoka, mais depuis 2015, on a quand même, je crois, 5 ou 6 coachs rookies qui sont arrivés en finale et 3 qui ont gagné la finale. Steve Kerr était l'un d'eux en 2015, Tyrone en 2016, Nick Nurse en 2019. Donc pour moi, oui, il y a une légère expérience pour Steve Kerr, mais... léger avantage pour Steve Kerr, mais c'est pas ce qui va faire la différence sur la série. Factor X, ça sera. Il y a Poole, mais je dirais ça sera Thompson. Je pense que Clay va. Thompson. Clay Thompson, il est passé. C'est bon. Non, Thompson. J'aimerais, même moi. Il va se réveiller. Je pense qu'il va se réveiller. C'est quand même, il ne faut pas oublier, il est champion. C'est un champion NBA. C'est un joueur qui est mature. C'est un joueur il a vécu des choses avant, je pense qu'il va se réveiller. C'était un premier match. Il n'était pas bon au premier. Il est peut-être passé aussi encore à côté du deuxième, mais il va se réveiller. C'est un champion. Est-ce qu'il aura les cas? Melvin, Antoine, votre Factor X en un mot sur ces finales? Pour moi, c'est qui de Jordan Poole ou de Derrick White fait basculer la balance. On l'a vu lors du match 1, Derrick White a été exceptionnel. Même au match 2, il n'est pas droit, mais il peut créer. Et je pense que ça va être très important pour Boston. Poole, même s'il met 17 points au match 2, je
trouve qu'il se précipite trop, il est trop dans le dribble, il faut qu'il arrive à simplifier son jeu. Et s'il prend le mid-range comme il l'a fait dans le match 2, je pense que ça peut être pas mal. Steph Curry, royal, 43 points, 7 sur 14 à 3 points, 4 passes, 10 rebonds. On a du mal à situer toujours les performances de Steph Curry, que ce soit en saison régulière ou en finale NBA. Pas de titre d'MVP des finales pour l'instant, alors qu'il est monumental. En quoi cette performance, même si on sait que dans le Game 5, ça a été un peu moins le cas, à quoi cette performance est historique selon toi, Melvin ? Elle est historique déjà à cause du contexte, c'est-à-dire que tu es mené 2-1, tu n'as pas le droit de perdre ce match 4 pour rentrer à San Francisco mené 3-1. Et donc réussir à sortir un match de cette trempe à ce moment-là de la série, c'est juste incroyable. Et ce qu'il faut rajouter, c'est qu'encore une fois, en face, il y a la meilleure défense de la Ligue et de loin cette saison. C'est une équipe qui est grande, qui a des grands gabarits, qui joue extrêmement physique. Et ça sert à rien, quoi. Il est là, il fait 7 sur 14 à 3 points, il maîtrise le match, il a fait même les 3 matchs d'avant, il est extrêmement juste. Mais ce qui a été exceptionnel sur ce match 4, et Antoine peut en témoigner parce qu'il était à côté de moi également, c'est que c'est sa détermination. Et on savait dès le début du match, quand il met 2 tirs à 3 points sur Al Horford, et derrière il se met à haranguer la foule et à leur dire on est là, on va pas se laisser intimider par la foule du TD Garden. Et cette détermination, pour moi, c'est vraiment ce qui reste. Outre le sportif, c'est qu'il avait décidé que les Warriors n'allaient pas perdre ce match 4 et il allait le chercher, tout simplement. C'est compliqué ce genre de joueur à défendre, donc tu subis et tu pries pour qu'il en rate quelques-uns, quoi. Mais bon, là, c'est parti pour MVP facile. Présentons peut-être celui qui est annoncé comme le numéro 1, Chet Holmgren, futur star, 20 ans, 2m13, 88 kg, poste 4, 5. Ça parle peut-être à Peter. Gonzaga, tu l'as dit, projection de donc premier tour et premier choix de draft, donc éventuellement au Magic d'Orlando. Qu'est-ce que ce joueur a et qui lui permettrait de prétendre tout de suite à être un joueur peut-être NBA ready ou pas? Alors le grand sujet sur lui, c'est le poids. C'est ce dont tout le monde parle. Moi, je pense que sa force est un peu sous-évaluée. Il joue plus fort que son poids ne peut laisser penser, même s'il a des soucis de force. Pour moi, c'est un des meilleurs protecteurs de cercle qu'on a vu à la draft ces dernières années. Sur drop notamment, donc la capacité à reculer pour protéger le cercle ou faire du second rideau, c'est-à-dire ce que fait très bien Rob Williams pour les Celtics. Il est extrêmement impressionnant là-dessus. Il a montré à Gonzaga, il a montré avec Team USA U19 l'été dernier où il s'est affronté avec Victor Wembanyama en finale. Oui, on se souvient de ces images. En France, tout le monde dit que Wembanyama l'a mangé. C'est pas vraiment vrai. Et se faire manger par Victor Wembanyama, c'est pas grave parce que ça arrive. Un des pères de famille. À beaucoup de monde. Il a dominé. Il l'a dominé. C'est ça. Mais un petit ton au-dessus alors qu'il y avait un an de moins. C'est ça. Je me tourne vers Lucas qui commente pour Sport en France. Donc, l'occasion de rencontrer et de faire même des interviews avec Ismaël. 21 ans, Ismaël, 2m11, 100 kg, poste 5, formé à l'INSEP. Et donc, on l'a vu bien sûr au Paris Basketball. Tu l'as vu un petit peu exploser. Hein. La hype de Kamagaté, elle est réelle, on est bien d'accord. L'évolution, elle est incroyable. Sur les 3 ans, il a pris du gap physiquement, mentalement. Il a compris que c'était possible pour lui, cette aventure NBA aussi. Son évolution à Paris, de passer dans une arrivée un petit peu anonyme et de devenir un starter, un 5 titulaire dans une équipe de Betclic Elite. Il est peut-être même le meilleur joueur de Paris cette saison. Il y a des débats entre Allman et lui, mais c'est le meilleur jeune en tout cas. Il était en concurrence avec Juan Béguerin qui est rentré de la NBA, qui avait progressé aussi physiquement, mais c'est lui qui avait toutes les attentions au final. Les scouts étaient sur lui, ça a été l'un des joueurs les plus suivis cette année. Et ouais, il a fait des choses incroyables, il a progressé dans le jeu, dans sa compréhension de haut panier, dans son agressivité aussi. Il est monté sur des gars comme Vince Hunter cette année. Il a placé 3 ou 4 posters qui sont peur de rien, quoi. Peur de rien, pas froid aux yeux et bien conseillé par son assistant coach notamment. Bienvenue Kindoki, donc vraiment un joueur à surveiller très sérieusement. Prendre un exemple d'à quel point il y a une certaine vision, c'est qu'en 2017, ils ont le choix numéro 1 en fait. Et là où ils sont forts, c'est qu'ils lâchent le choix numéro 1 pour aller choisir en 3, puisqu'en fait Danny Ainge avait déjà flashé sur Jason Tatum et il ne pensait pas prendre Markel Fultz et Joubli qui était l'autre joueur intéressant dans le top 3. Et du coup, reste sur Tatum et on récupère donc en lâchant le numéro 1
d'autres assets, et notamment d'autres tours de draft. Voilà, c'est clairement c'est une stratégie qui paye à partir du moment où, encore une fois, tu sais scouter, et aussi à un moment il faut quand même avoir des choix un petit peu hauts. Les Warriors, là, quelque part, ils bénéficient au moins presque d'une chance, quoi, ces 2 années où ils sont dans les bas-fonds, mais qu'ils ont quand même un noyau dur qui est en gros à l'infirmerie. Ça leur permet de choisir très très haut, et bon, la chance continue pour eux, quoi. Alors Antoine, il y a des gens qui bougent la tête ici en plateau, notamment Samir. Non, parce que je suis assez d'accord avec ce que disent Melvin et Antoine, mais pour moi, c'est quand même, il faut rappeler que la structure, elle doit être au-dessus de tout. Et je vais vous donner un exemple. Les Warriors, je vous le rappelle, c'est mon équipe. D'accord ? Ok. C'est pas les Knicks, hein ? Écoutez bien la draft. Parce que, non, mais c'est pour vous dire que être bon à la draft, mais ensuite savoir utiliser les joueurs, c'est autre chose. Et les Warriors, depuis 10 ans, maintenant, ils savent le faire. Alors qu'avant, ils draftent Chris Smalling, Mitch Richmond, Tim Hardaway, Tyronn Hill, Chris Gatlin, Latrell Sprewell, Chris Webber, Joe Smith, Gilbert Arenas, Monta Ellis, Flo Pietrus. Tout ça, ça a été drafté par les Warriors. Mais ils n'ont jamais su les faire jouer ensemble. Leur structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment la solidité, la stabilité, elle n'y était pas. Aujourd'hui, elle y est. C'est la structure la plus stable de la NBA, et ils sont capables d'avoir des bons choix de draft qui font jouer ensemble. Et pour moi, aujourd'hui, la clé de la NBA, c'est ça. C'est que le modèle Big Three, ça y est. Terminé. On est déjà passé à autre chose. Et on revient au modèle qu'on a connu dans les années 90, franchise player, qu'on habille avec des lieutenants et un gros collectif autour. Pas seulement des vétérans qui viennent chercher leur bague. Peut-être qu'au foot, vous avez peut-être un peu plus votre destin entre les mains, de choisir un peu, de partir dans les timings qui semblent être les vôtres. Alors, il y a quelques clashs, hein. Il y a des situations aussi qui peuvent être assez conflictuelles. Alors que là, aux États-Unis, vraiment, du jour au lendemain, tu apprends que tu as été transféré à New York. Comment on gère ça quand on est un peu dans cette indécision en tant que sportif de niveau ? Incertitude, pardon, même d'ailleurs. Personnellement, là, c'est une situation que souvent, quand je vois ça, je me dis waouh. Parce que après, si tu as une famille, etc. aussi, tout simplement, du jour au lendemain, tu n'as pas ton mot à dire. Alors que dans le foot, tu as le dernier mot quand même. Son présent, c'est les Wolves de Minnesota. Comment il peut s'adapter ? Et surtout, peut-il être compatible avec un certain Karl Anthony Towns, qui est un intérieur comme lui ? On va se poser la question avec Abdoulaye. Et All-Star comme Rudy Gobert. Pour moi, c'est compatible. Compatible ou incompatible ? Compatible. Parce que Anthony Towns, c'est plus un intérieur shooter. Même s'il va à l'intérieur aussi, mais au large un petit peu, les tirs. Il aime bien aller au large, il aime bien tirer. Et Gobert, en guise de protection. C'est surtout en défense ça va être compliqué d'aller. Ça va être compliqué d'aller dans la raquette, mais c'est un gros duo. C'est un gros duo. Toi, tu les vois faire des choses. Franchement, après, je pense que c'est, comme on dit, c'est partout pareil, c'est l'entente. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! James on the drive. Anthony for three. Puts it in. You can't keep jumping that high, man.